Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du débrief que nous allons consacrer encore une fois à la situation en Algérie. Actualité oblige. En Algérie où les semaines passent et ne se ressemblent pas. Les manifestations populaires de contestation du régime en place sont plus fréquentes, plus nombreuses, plus insistantes. Après 60 ans de pouvoir du FLN et de l'armée, les Algériens expriment clairement et fermement, et souvent avec humour, leur lassitude et leur rejet. En face, le pouvoir vacille, cherchant désespérément une issue de sortie ou de secours comme on voudra. Cela étant, depuis la semaine dernière, plusieurs choses ont bougé, très importantes. D'abord, la contestation commence à se structurer et des profils apparaissent. Nous sommes face à un germe d'organes de proposition de sortie de crise, avec un plan en 6 étapes qui commence à faire son chemin au sein de la société au vu de la qualité des signataires. Pour sa part, l'armée semble également se positionner, campant sur une sorte de neutralité, mais personne ne s'y trompe, les généraux tentent fébrilement de sauver leurs acquis et leurs intérêts. Mais loin de calmer la rue, ces évolutions la confortent dans sa conviction que les choses vont changer et qu'en insistant, elles changeront effectivement. D'où le titre de notre émission d'aujourd'hui, Algérie, le pouvoir résiste, le peuple insiste. Avec nous pour en débattre aujourd'hui, Rachid Belbah, vous êtes chercheur à l'Institut des études africaines et bon connaisseur de l'Algérie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Driss Aissaou, vous êtes analyste politique, entre autres fonctions. Vous êtes aussi bon connaisseur de la situation en Algérie. Bonjour et merci aussi d'être là. Naïm Kamal, vous êtes directeur de Quid.ma. Et bien entendu, vous aussi, vous connaissez bien l'Algérie, la situation en Algérie. Merci messieurs d'être avec nous. Vous n'avez pas dit que je suis toujours là. Non, j'ai oublié cette fois de dire que vous êtes toujours là et que vous êtes un ancien et vieux journaliste. Voilà, si vous voulez. Ça. Bien, 2 semaines après le renvoi d'Ahmed Youhia et son remplacement par le tandem Nordil Bedoui et Ramtan Lamamra, le gouvernement peine à voir le jour. En fait, les Algériens n'en veulent pas. 3 lettres d'Abdelaziz Bouteflika n'auront pas calmé la rue, bien au contraire. Et les manifestations continuent, se ramifiant dans les différentes composantes de la société, face à une neutralité des pays voisins, ainsi que l'a clairement mentionné le ministère des Affaires étrangères à Rabat. Rachid Belbah, on commence avec vous. On assiste en Algérie aujourd'hui à une forme inédite de révolution, parce que je pense qu'on peut bien parler de révolution. En quoi ces événements en Algérie diffèrent-ils des autres contestations populaires, que ce soit le printemps arabe, les révolutions de couleur en Europe ou les révolutions du siècle dernier? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence? Écoutez, c'est juste pour dire un mot sur la situation actuelle. En fait, il y a 2 propositions. Tout le monde est d'accord sur la transition. Ça, c'est important en Algérie. Autant la présidence et donc la classe au pouvoir que les gens qui sont dans la rue. Alors, tout le monde veut cette transition, sauf que chacun veut sa propre transition. Il y a la rue qui veut elle-même décider de cette période transitoire et donc de mettre en place les institutions qui seront élues et les institutions qui pourront la réussir et l'accomplir vers un nouveau système politique. Alors que la présidence et la classe politique tout autour de la présidence, elle veut garder la main sur cette transition et parler de réforme de passage d'une génération à l'autre en maintenant le même système politique. C'est là l'enjeu. L'enjeu, soit qu'il y ait un changement radical, soit qu'on va dans la réforme. Alors, au début, c'était toujours la présidence qui dictait le tempo. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, c'est la rue qui dicte le tempo. Qui commence à penser en termes de propositions et de solutions, on verra ça. Alors, pourquoi elle est intéressante, cette révolution? D'abord, de manière subjective, faut pas... cette révolution dans le calme et dans la non-violence, elle permet le dépassement du traumatisme de la décennie noire. Ça, c'est très important au niveau psychologique. De 90 à 2000. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on dit que les gens dans la rue ils sont heureux, on parle de révolution du sourire. Je crois qu'il y a un dépassement, c'est quelque chose qui a à voir par rapport à une histoire immédiate, celle de la décennie noire. Donc il y a un dépassement. Il faut dire aussi que 40% de la population n'a pratiquement pas connu la décennie noire. Oui, mais en tout cas, mais ça reste dans l'imaginaire collectif. Et je crois que l'Algérie, elle est travaillée par l'imaginaire collectif traumatique de la décennie noire. Après, rapidement, on voit très bien que la classe politique, autant dans la coalition qui gouverne que dans l'opposition, elle est de plus en plus dépassé. On voit que par exemple dans l'opposition avec Tal El Hurriyat de Ali Ben Flis ou le MSP avec Maqarri, ils sont de plus en plus dépassés. Ça, c'est important. On sent que finalement, il y a tout un travail qui se fait dans la rue et la rue, elle commence à dicter ce tempo dont je parle. Après, il ne faut pas oublier, alors ça n'a rien à voir avec le printemps arabe et j'insiste sur ça,
c'est une affaire algérienne, elle est organique. Organique dans le sens où le discours politique qui est tenu par les activistes ou dans les slogans qu'on voit dans la rue, il y a un discours politique qui dit que, en fait, la révolution algérienne de 1962, elle leur a été prise. Farhat Abbas parle de confiscation. On leur a confisqué leur indépendance, on leur a confisqué leur liberté. À un moment de l'histoire, en 1963, avec l'arrivée du gouvernement de Ben Bella et après le coup d'État militaire en 65, en juin 65 de Boumedienne. Donc ça, c'est important. 4, j'insisterai sur le fait que le mouvement social, il a gagné en résilience. Il est monté en puissance très très rapidement. Et on le voit. C'est pour ça qu'il n'y a pas de non-violence. Il s'est structuré, il est monté en puissance. Aujourd'hui, il n'y a pas de violence. Oui. Et on parle justement, et on parle de plus en plus de cette forme de proposition dont vous parliez. Dernièrement, le rapport par rapport aux grandes puissances. Et on voit que les grandes puissances, elles sont relativement désarmées par rapport à ce qui se passe. Et donc, bien sûr, il y a des intérêts géopolitiques qui sont très importants. Il ne faut pas oublier le rapport au Sahel, la question sécuritaire, la migration, ceci. Et donc, les grandes puissances, elles sont dans l'expectative. Elles veulent absolument que ça se passe dans la non-violence et qu'il y ait une transition. Alors, bien sûr, comment elle va s'effectuer, ça c'est autre chose. Chaque puissance, elle essaye de défendre ses intérêts économiques, géopolitiques ou autres. C'est vrai que ça a surpris un peu tout le monde. Le 22 février, tout le monde pensait que c'était un feu de paille qui allait vite retomber, mais ça a pris en ampleur comme vous le dites. Alors, Driss, et ça, au-delà de la 5e candidature enfin, du président sortant Bouteflika, qu'est-ce qui a permis cette agrégation spontanée et massive de la population? Et là, on voit que ce sont des manifestations qui sont transversales, qui touchent un peu à toutes les franges de la société. Et c'est monté d'un seul coup. Alors, on a l'impression que cette candidature n'était que l'étincelle finalement qui a fait jaillir les choses. Mais qu'est-ce qui a fait que les choses soient montées comme ça? Très certainement, parce qu'en fait, en Algérie, qu'est-ce qui s'est passé depuis l'indépendance? C'est un pays qui, Farhat Abbas l'a bien dit, vous l'avez rappelé dans son livre L'indépendance confisquée. C'est un pays où il y a eu une accumulation, d'abord d'autocratie dans la gestion des affaires publiques, dans les grands choix que le pays devait faire. C'est un pays qui n'était pas du tout prédestiné à un socialisme tel qu'il a été développé, que ce soit au niveau de l'industrie, que ce soit au niveau d'un certain nombre de choix. Les Algériens ne sont pas comme ça. Les Algériens, c'est des gens industrieux, comme on le dit dans la littérature ancienne. C'est des entrepreneurs dans l'âme. C'est des gens qui, dès le départ, voulaient être de vrais entrepreneurs et que l'entreprise privée était le choix, mais le problème, c'est qu'on a supplanté à tous ces choix-là un État-nation qui était là, omniprésent, omnipotent, et qui était là pour distribuer, pour donner des subsides dans toutes les classes sociales, et que finalement, c'était la meilleure manière. Et d'ailleurs, cela a permis quoi? Cela a permis d'affermir une autorité, celle de l'État central, mais particulièrement un raffermissement de l'armée comme étant le bras séculier de l'État pour pouvoir gérer et la sécurité et le déploiement territorial de toutes les structures de l'État. Avec cela, qu'est-ce qu'il y a eu? Avec ce système-là, il y a très certainement un avantage que les Algériens ont pu avoir. C'est que c'est une population qui aujourd'hui se rajeunit de plus en plus, mais nous n'oublions pas, qui a bénéficié des fonds de l'État pour se former. Et on le sait, c'est-à-dire qu'il y a l'intelligentsia. D'abord, il y a une diaspora à l'étranger qui est très importante, mais à l'intérieur du pays, il y a des universités qui sont connues, qui sont importantes, où il y a eu beaucoup d'investissements dans ce sens-là. Mais sur le plan des aspirations sociales, des aspirations économiques, on les a fait taire, et de plus en plus, qu'est-ce qu'on a assisté à ce que le système, disons, d'assistanat a commencé à s'essouffler, et que la paupérisation a commencé à toucher de larges couches de la population. Et cette paupérisation... Donc c'est quelque part dû à la chute des prix des hydrocarbures depuis 2-3 ans, que le subside dont vous parliez était en train de baisser. Pas seulement, c'est un modèle économique qui a été imaginé à un moment donné, épuisé, et qui a complètement atteint ses limites très très tôt d'ailleurs.
les industries industrialisantes de Gérard de Bernis, on a fait les grands complexes sans aucune logique économique. C'est ça le problème. C'est il faut se doter des meilleurs outils. Parce qu'en fait, l'industrialisation volontariste. C'est ça. Donc, ce volontarisme économique n'était pas porté par des acteurs économiques. La distribution des richesses ne se faisait pas de manière naturelle et normale. Et c'est ce qui a fait que nous sommes allés, d'année en année, bien sûr, il y a la décennie noire, où il y a eu une phase complètement opaque de la gestion de la vie publique, de la vie économique, et qui a fait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont enrichis à cette époque-là parce qu'ils étaient complètement inféodés au pouvoir et qui ont fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui ne se reconnaissent pas dans le pouvoir, qui ne se reconnaissent pas dans l'armée, ils se reconnaissent en tant que société civile et c'est de là où vient leur force, justement. C'était la grande inconnue et ça reste aujourd'hui une grande inconnue parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir ni à faire une offre politique pour ces classes sociales-là, et on n'arrive même pas à faire une cartographie très claire. Quels sont les intérêts sur la place? C'est ça le problème. Alors, on y reviendra, mais vous avez cité un terme qui est important, celui de l'opacité du système. Dans toutes les analyses qui sont faites sur l'Algérie, ce terme-là revient. Alors, Naïm Kamal, cette opacité du système, justement, est-ce qu'elle a servi comme déclencheur, ou alors elle aurait plutôt desservi ou desservirait? On ne sait pas qui s'occupe de quoi. Il a desservi le pouvoir. Moi, il a desservi le système. Il a desservi le système, sa propre opacité, sa fermeture sur lui-même, politiquement, économiquement, à tous les niveaux de la gestion, bien sûr, est l'un des facteurs déclencheurs et l'un des facteurs qui a conduit la rue algérienne à sortir, à prendre la parole et à oublier cette tétanie ou cette tétanisation dans laquelle il s'est trouvé après la décennie noire, c'est-à-dire politiquement il ne pouvait plus réagir. Et le fait que ce cloisonnement, cette fermeture sur soi du pouvoir, au point qu'ils n'ont pas pu percevoir à quel degré d'humiliation se trouvait le peuple algérien, c'est-à-dire dans le cadre émotionnel, dans le registre émotionnel, de leur imposer ce président malade, hémiplégique, sur une chaise roulante, et puis de le reconduire pendant... Il y a ce sentiment qui a énormément, émotionnellement joué. Mais je voudrais revenir à quelque chose de... Pourquoi cette révolution? Vous l'avez appelée, c'est vrai, c'est une révolution, mais vous avez parlé du... Vous savez, quand vous avez plusieurs millions de personnes... Oui, c'est une révolution. Et puis, plusieurs millions de gens, et il s'inscrit dans la durée. Il est dans le temps, il ne s'épuise pas, il ne s'essouffle pas. Au contraire, il continue. Il continue. Donc, on peut... Parce que la révolution, ce n'est pas forcément le maquis et les armes. Il y a plusieurs types de révolutions. Et on va le voir. Vous avez parlé du printemps arabe. L'Algérie a vécu son printemps arabe en 1988. C'est quoi les caractéristiques d'un printemps arabe? Le printemps arabe, c'est la rue qui sort, c'est l'émeute, c'est la confrontation et c'est les islamistes qui s'incrustent dans la brèche ouverte. On l'a vu en 88 avec le fils en Algérie, et c'est pour ça que je dis que le printemps arabe algérien a été vécu en 88, et on l'a vu en Tunisie, on l'a vu en Égypte, on l'a vu en Libye, on l'a vu en Syrie, et que ça a conduit. Aujourd'hui, l'Algérie, moi je la comparerais plutôt à ce qu'on a vu en Ukraine avec la révolution orange. Alors, je n'ai pas parlé tout à l'heure uniquement du printemps arabe, je parlais aussi des révolutions de couleur. Vous y êtes. Oui, exact. Alors, on peut la comparer aux révolutions des pays de l'Est, parce qu'il ne faut jamais oublier que l'Algérie a été construite dans ses structures étatiques, dans ses structures idéologiques, à l'image des pays de l'Est, un parti unique, omniprésent, une armée forte, qui s'accapare l'essentiel des richesses, qui s'accapare l'essentiel des investissements, et au détriment du développement social et du développement économique. Alors, moi je crois plutôt qu'on est dans cette configuration plutôt que dans le printemps arabe, et c'est pour ça il y a un anachronisme qui a trop duré, qui a perduré au-delà de ce qu'il pouvait espérer. C'est, malgré le pluralisme décrété en 1988, un pluralisme de façade, c'est le parti unique qui a continué à gouverner l'Algérie par le FLN, par
parce que le FLN lui-même, comme les partis communistes des pays de l'Est, n'était que la façade d'un autre système. Et aujourd'hui, vous le voyez, on le voit le RND, on voit même le FLN, on voit même d'autres partis qui sont en train de dire que l'Algérie a été gouvernée par des forces extra-constitutionnelles. C'est-à-dire que c'est ni l'armée qui est une organisation constitutionnelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train quand vous parlez de... qu'on subodorait, qu'on soupçonnait, mais qui est aujourd'hui en train de sortir dans le débat pour la préparation de l'alternance. Et ce sont des gens comme Ahmed Ouihia, jusqu'à récente date Premier ministre de Bouteflika, qui dit, son parti dit qu'il y a eu des forces extra-constitutionnelles. Hier ou avant-hier, c'était le secrétaire dans cette semaine. On parlait justement de l'opacité de ce système. Vous avez appelé ça anachronisme. Moi, j'appellerais d'une autre manière un décalage entre un système opaque qui ne parle pas beaucoup, qui ne s'exprime pas beaucoup, et une société qui est avide d'informations, avide d'avancer, Et là, il y a un décalage. Alors bon, maintenant, ça fait un mois que c'est en train de se passer, que ça ne faiblit pas, au contraire, la chute de c'est en train d'augmenter. Alors il semblerait qu'il y ait une ébauche d'organes qui soient en train de se constituer, formés par la société civile, par des syndicats, par des associations de droits de l'homme, et qui a émis 6 propositions pour une sortie de crise. Alors les 6 propositions, rapidement, c'est un départ de Bouteflika le 27 avril, la mise en place d'un haut conseil de transition qui installera un gouvernement de transition, lequel organisera des assises du consensus national, qui va désigner une assemblée constituante, qui fera une constitution. Vous en pensez quoi de cette solution? Ça semble être très bien tracé, très bien fait. Écoutez, c'est pour ça que je dis que bon, la rue, enfin le mouvement social, il est monté en puissance. Parce qu'au départ, il y avait cette peur qu'ils n'arrivent pas à mettre en place des structures qui permettent à la fois de servir de plateforme de dialogue et de négociation. Il y a quelques jours, il y a maintenant une coordination nationale pour le changement qui s'est mise en place. On parle de plateforme de changement et elle regroupe des gens de différentes colorations, soit politiques, soit il y a ceux qui relèvent de la société civile, d'autres qui appartiennent à certaines formations politiques et tout ça. Mais on s'organise. Alors après, bien sûr, il y a des enjeux internes aussi. Mais l'important, on s'organise et donc on fait une proposition. C'est ça, la proposition. La proposition par rapport à la feuille de route. La première feuille de route qui date du 11 mars. Et là, la proposition de la présidence pour qu'il y ait la conférence, il y a surtout le rejet de la conférence. On ne veut pas de cette conférence parce que pour les nouveaux porteurs du message et de la proposition de la population, la conférence signifie la continuité. Alors, il y a le rejet de la conférence et bien sûr, on parle aussi de la dissolution du Parlement qui est nécessaire et l'idée qu'il y ait une assemblée constituante pour qu'elle prépare la Constitution. En même temps, on parle soit d'un gouvernement provisoire, alors il y a plusieurs propositions, on parle de gouvernement provisoire, on parle de gouvernement d'union nationale, donc il y a plusieurs propositions. Mais l'important, on sait très très bien, et là c'est un enjeu, pourquoi pas plus tard qu'hier, avant-hier, il y a eu la lettre du président pour la fête du 19 mars, et dans la lettre, il insiste sur le fait qu'il n'y aura pas de départ avant le 28, mais qu'il va continuer à gouverner jusqu'à ce qu'il y ait la mise en place de cette phase de transition. Or, l'enjeu aujourd'hui et le débat en Algérie tourne autour de l'article 102 de la Constitution, qui dit que si le président ne part pas, après le 28, il y aura une vacation du pouvoir, une vacation présidentielle. De fait légal, oui. Et donc, du coup, c'est le chef de l'Assemblée nationale qui va prendre le pouvoir. Alors, on ne veut pas de cela. La coordination, elle dit non à cet article. Pourquoi? Parce que ça va signifier une reconduction des mêmes institutions et à travers ces institutions, il y aura une reconduction du même système. Il y a des enjeux très complexes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que
autant dans le parti qui a toujours soutenu le FLN, en fait, c'est l'un des piliers du système. À l'intérieur du FLN, il y a des dissensions très fortes. D'ailleurs, il y a tout un groupe qui demande à Mouad Bouchareb de quitter. Justement, il y a eu hier une réunion avec des déclarations et tout ça. En milieu de semaine, je crois. Donc, à l'intérieur, les deux institutions qui portent le système politique, autant le FLN, donc le bras politique, que l'armée, à l'intérieur, il y a des négociations, il y a des discussions. Donc finalement, cette coordination, ce qu'elle veut, c'est d'abord un système qui part, le système d'égage, comme disent les Algériens, et deuxièmement, rester dans la légalité constitutionnelle. Alors, et revenir à 1962. Revenir à 1962. À propos des deux institutions, le FLN et l'armée. L'une est la façade politique et l'autre est la base et le soubassement militaire. On l'a vu, le chef d'état-major, vice-ministre de la Défense, donc vice-ministre de Bouteflika, qui a commencé dès le premier vendredi à prendre ses distances à l'égard du président en ne citant plus, en ne faisant plus référence. Le premier discours était plutôt un peu sur un ton combinatoire. Il était encore, mais il commençait, on sentait déjà qu'il commençait à prendre ses distances avec le nom de Bouteflika. Auparavant, si on voit les discours ou les messages ou les interventions du chef d'état-major, il n'y en avait pas une sans se référer à la présidence de Bouteflika, à sa sagesse, à sa guidance, si j'ose dire. Hein. Et à partir de là, il a commencé à se séparer, à divorcer avec la symbolique qu'est Bouteflika. Ça ne veut pas dire qu'il se dissocie du clan qui gouverne. Il ne faut jamais oublier. On va revenir à l'armée en deuxième partie, si vous permettez. J'ajoute deux mots. Que Bouteflika est juste un nom générique du pouvoir, et que le FLN, par le biais de Mouad Bouchareb, a justement hier déclaré plutôt il y a 2-3 jours, soutenir le mouvement populaire et abonder dans le sens de ses aspirations. Donc c'est la pression qui est ce délitement de l'appareil ou du système comme c'est pour ça qu'on le compare à ceux du pays de l'Est. On va voir des désertions. Jusqu'à ce que la structure étatique qui gouverne va se dissoudre d'elle-même dans la contestation populaire. Par exemple, hier, on parlait de la défection de Farida Bessa, qui était la responsable de la communication à la présidence, parce qu'il y a eu justement des problèmes au niveau de la rédaction de la lettre qui devait être lue pour le jour de fête. Donc il y a des dynamiques très fortes, des dynamiques de défection et de délitement du Alors justement, système. je reprends votre terme, délitement. On est face à un pouvoir Driss Issaoui qui est en train de se déliter. Alors est-ce qu'il existe toujours un pouvoir politique en Algérie 4 semaines, 1 mois après le début de la contestation? Et si oui, comment il réagit face à cette structuration de la contestation qui est en train d'avancer? Disons, ceux qui sont encore dans l'appareil, ils sont dans le désarroi le plus total. Ça se voit. Parce qu'on ne peut pas être dans un appareil... Il y a encore un appareil ou c'est vidé de ça? Je pense qu'il y en a. C'est-à-dire il y a l'armée déjà, il y a un chef d'état-major qui est là, il y a les responsables au niveau de l'armée qui existent. D'ailleurs, ils font même des choses... Alors maintenant, le reste, c'est le désarroi le plus total. C'est-à-dire quand on n'a pas un commandement qui a une vision claire des choses. Si, par exemple, ils avaient une offre politique différente des 6 points que vous avez cités, qui est aujourd'hui une architecture bien construite dans le sens d'une transition démocratique assurée où la rue aura sa main sur ça, ça c'est important. Ce que le pouvoir n'a pas vu venir, c'est le pouvoir des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des réseaux sociaux? Il y a une dissémination. D'abord, ce qui frappe, c'est la maîtrise avec laquelle les gens parlent. C'est la maîtrise avec laquelle les éléments de langage sont répartis entre une manifestation et une autre. Il y a un encadrement. Il y a un encadrement. C'est sûr qu'il y a quelque chose. Il y a une dissémination de l'information. Et ce qu'ils n'ont pas soupçonné du tout, c'est le WhatsApp, c'est les réseaux sociaux qui aujourd'hui ont une capacité de mobilisation extraordinaire. Et que comme c'est une génération
qui est complètement, pratiquement analphabète, même s'ils sont au pouvoir, ils sont analphabètes sur ce plan-là, et ils n'ont pas justement de back-office pour pouvoir gérer tout ça, pour pouvoir le réguler, pour pouvoir intervenir dedans, etc. Aujourd'hui, d'où l'autre décalage, mouvement, comme vous le dites, je ne reprendrai pas le terme analphabète, mais disons pas très au fait de ce qui se passe au niveau du pouvoir. Non, c'est un alphabétisme numérique. Voilà, une population parfaitement instruite, numérique et parfaitement instruite tout pas court. Forcément, pas forcément, c'est justement l'un des aspects. On laisse terminer de ce qu'on fait. Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'équation, elle est comment? Avant, on avait le pouvoir avec le pouvoir, on va dire, politique, le président et tout le clan, et on avait l'armée, mais la rue n'existait pas. On savait qu'après la décennie noire, les gens ne s'exprimaient plus. Et aujourd'hui, le style, la manière est une manière qui est complètement innovante. Et ils n'arrivent même pas à la décrypter ni à la lire. D'où toutes les difficultés qu'ils ont à se ressaisir et à pouvoir justement offrir une équation capable d'être résolue par une partie ou une autre. Donc on verra les conséquences, le temps passe. C'est la fin de la première partie. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Rebonjour, nous entamons la deuxième partie du débrief d'aujourd'hui que nous consacrons entièrement à l'Algérie. Pour ceux qui nous rejoignent, nous discutons de la situation en Algérie avec Rachid Belbah. Vous êtes chercheur à l'Institut des études africaines de Rabat. Driss Issaoui, vous êtes analyste politique. Naïm Kamal, vous êtes directeur de Quid.ma. Juste avant la pause, vous vouliez réagir sur les réseaux sociaux et la population algérienne, mais je vous avais interrompu, je m'en excuse. Allez-y. C'est-à-dire, bon, on était en train de dire que les réseaux ont joué un rôle important. C'est vrai, ils ont joué un rôle important dans ce sens où ils ont été un canal de communication à travers, qui faisait circuler les mots d'ordre et les objectifs, c'est-à-dire à travers une convergence dans une sorte d'entonnoir qui aboutissait aux manifestations de rue. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est croire qu'il y a une organisation préalable derrière. C'est enlever la part spontanée ou la spontanéité de ce mouvement. Et il y a évidemment, et c'est là, parce que les millions qui sont sortis n'ont pas tous accès aux réseaux sociaux. Et à un moment donné, c'est le bouche à oreille qui fonctionne. Ne serait-ce que pour les masses d'analphabètes ou pour les masses qui ne lisent pas en français ou pour les masses qui ne savent pas manipuler l'outil informatique. Il y a cette réalité. Et c'est là où ce mouvement a quelque chose d'admirable. Comment il arrive à s'auto-réguler, à réguler ses mots d'ordre, à réguler sa manifestation de manière à ce qu'elle ne débouche sur aucun affrontement avec les forces de l'ordre ou avec l'armée. Et c'est l'originalité. En nettoyant les rues à la fin de chaque manifestation, en prime. En nettoyant on n'a pas vu ça dans notre révolution, dans notre mouvement comme ça. La part du pouvoir, ce n'est pas seulement une incapacité à décrypter ce qui se passe ou à ne pas comprendre ce qui se passe à travers les réseaux sociaux. Ce n'est pas vrai à 100%. C'est également des intérêts colossaux en dollars et en euros. C'est des comptes en banque, c'est des avoirs mobiliers, immobiliers. C'est ça qui rend ce pouvoir réfractaire à la transition. Donc vous posez finalement la question que je s'il s'agissait que d'un problème de décryptage, on pourrait faire des cours accélérés à ces gens-là et ils vont comprendre. Mais le problème, c'est qu'il y a une lutte d'intérêts qui est en train de se dérouler aujourd'hui. C'est ce que disent les Algériens d'une manière indirecte en disant système. Alors, Rachid Belbah, Ahmed Ouihia a été révoqué il y a une quinzaine de jours. Et ça fait donc 15 jours que Nourdine Bdoui et Ramtan Lamamra essayent désespérément de former un gouvernement, mais ils n'y arrivent pas. Écoutez, parce que finalement, ils voulaient avoir un gouvernement qui puisse être représentatif et qui puisse aller au-delà de la coalition, toucher certaines personnalités, autant dans la classe politique qui représente l'opposition ou parmi les technocrates. Mais il y a eu une fin de non-recevoir. La plupart, ils ne voulaient pas être impliqués parce qu'ils comprenaient que le mouvement social, il a gagné en résilience et il est devenu irréversible. Donc,
personne ne veut s'impliquer dans une décision qui irait contre la volonté de la population. Ça, c'est clair. Alors, moi, je voudrais juste revenir sur... Parce que souvent, on parle du clan présidentiel. Le clan présidentiel est aujourd'hui de plus en plus coupé de la réalité, coupé des populations. Alors, il y a des défections. Mais bien sûr, pour comprendre comment ça se passe, on peut dire qu'il y a un premier cercle qui sont le plus proches du président. D'abord, la fratrie, ses trois frères, Abdrahim, Nasser et Saïd. Et autour d'eux, il y a quelques personnalités comme par exemple Blaïd, qui est le président du Conseil constitutionnel. Il y a Zarhouni, Ben Ammar Zarhouni, qui est le conseiller, celui qui a l'homme à la plume, comme on dit. Et bien sûr, il y a Sellal et il y a Gaïd Saleh. Donc, c'est ces personnalités qui constituent aujourd'hui le cercle présidentiel. Alors, il y a un deuxième cercle qui est constitué de Ali Haddad, qui est très proche de Saïd et qui représente le FCE, donc le patronat. Et bien sûr, on sait qu'après, on peut penser à Ouihia, qui faisait partie aussi de ce groupe. Et surtout, c'est une personnalité dont on ne parle pas beaucoup, le patron de l'UGTA, qui était très très proche Sidi Saïdi. Et il y a un retour de la Mamra dans le cercle 2. Alors, juste pour dire, et Bedoui, il ne faut pas oublier Nourdine Bedoui, il est rentré dans le deuxième cercle, et qui est très proche de Nasser, le frère d'Abdelaziz Bouteflika. Alors ce deuxième cercle, il a été totalement discrédité depuis 2 semaines. Totalement discrédité. Donc il n'y a aucune chance pour qu'ils forment un gouvernement. Aucune chance. Vous ne pensez pas qu'il y a une chance Non, ils ne sont pas parvenus à former un gouvernement. Bedoui, il a mal réussi sa première sortie. Et donc, du coup, il y a eu un rejet total. D'ailleurs, on parle de plus en plus aujourd'hui du retour de Abdelmjid Tebboune. On dit que peut-être on pourrait rappeler pour qu'il continue les négociations pour la formation. Avec Ali Haddad, donc avec le clan. Oui, on sent que la décision politique, elle perd de son contenu, elle perd de sa substance. Et donc la présidence, elle est vraiment dans l'urgence. Alors il y a une sorte, c'est pas un troisième cercle, mais il y a les soutiens et les sympathisants de la famille Bouteflika, moins du clan, mais de la famille, comme le Khadar Brahimi, qui a perdu de sa superbe et qui commence à perdre son crédit, et bien sûr qu'il a tenu de son aura historique. On a l'impression que lui aussi n'est pas suivi, n'est pas arrivé à agréger ni à se faire entendre. Oui, et je crois qu'il va se libérer au fur et à mesure, et il va prendre une décision de ne pas continuer à soutenir. Alors, Driss, il y a des gens dont on ne parle pas, un ensemble de noms, un groupe de noms dont on ne parle pas beaucoup. Il y avait une présidentielle donc pour le mois d'avril, et puis il n'y a plus de présidentielle. Mais il y avait des candidats. Ils sont où? Ils font quoi? Ils peuvent agir comment? Je pense que la vague de la rue a complètement balayé de ce monde-là. Parce qu'en fait, c'était une grosse farce qui était préparée, et qu'au vu de ce qui existe aujourd'hui au niveau de la rue, et c'est à flux tendu, ce n'est pas un mouvement qui va fléchir. Rachid vient de dire qu'il a acquis une résilience, ce mouvement-là. Je ne pense pas que demain, on va se retrouver avec des gens complètement rigolos, qui n'avaient aucune consistance et qui voulaient se présenter, parce que ce ne sont pas des gens, très peu d'ailleurs, même ceux qui se disent appartenir au parti d'opposition, une opposition par rapport à un référentiel politique qui était ce qu'il était. Aujourd'hui, ils n'ont même plus cette possibilité de se présenter comme étant une opposition. Moi, je pense que je reviens aux 6 points. Il confirme que l'élection... à l'affût maintenant, c'est le général à la retraite, Ali Guidiri. Aussi... Peut-être, mais maintenant, est-ce qu'il va... Il peut constituer à un moment donné une solution de rechange. Non, mais le problème, c'est qu'on est en train de reconduire le même paradigme. C'est ça le problème. Alors que la rue demande autre chose. C'est une mise à plat qui est demandée. Et on est en train d'offrir une architecture institutionnelle et même demain constitutionnelle qui est complètement différente de cela, dans la logique de ce qu'on a appelé les transitions... les justices traditionnelles, etc. Parce qu'il y a quand même un regard sur le passé récent, il y a un regard sur tous les dépassements
qui ont eu lieu dans ce pays-là. Ça ne se fera pas, ce n'est pas une chasse aux sorcières, mais c'est un travail de mémoire, c'est un travail de règlement de compte qui va se faire. Mais je pense que il faut lire la page, comme on dit, il faut lire la page avant de la tourner. Il y a ceux qui ont peur de ça. Oui. Il y a beaucoup de gens qui ont aujourd'hui des intérêts. Naïm Kamal vient d'en parler, sur l'immobilier, sur la banque, sur l'assurance, sur l'exportation, etc. Tous ces gens-là ne vont jamais lâcher le morceau. Et aujourd'hui, comment voulez-vous que si l'offre qui est sur la table aujourd'hui des 6 points n'est pas prise en compte, je pense que ça va continuer. Et on arrivera à ce que Rachid disait tout à l'heure, on va arriver au contexte de l'article 102 où c'est véritablement problématique. Vacances constitutionnelles. Absolument. Un vide Absolument. légal. On n'oublie pas. Et les gens dans la rue en sont totalement conscients de l'importance stratégique de cette situation ça sera une situation de fait. Et ce que j'espère, c'est que d'ici là, ces gens-là puissent trouver un modus vivendi pour introduire ce qu'il faut comme changement dans la manière de traiter cette question-là. Aujourd'hui, on a on va dire un petit groupe qui ne fait même pas la transition. On est en train juste de gérer les affaires courantes en attendant de pouvoir gérer tout cela, de gérer cette transition. Alors comment ils vont le faire? Il y a des noms qui n'apparaissent pas aujourd'hui, ils ne sont pas dans les radars, ils sont dans l'armée, il y a beaucoup d'intellectuels, il y a beaucoup de gens, mais il faut qu'ils aient les assurances comme quoi quand ils viennent, on ne va pas leur faire le coup de Boudiaf ou des autres. Qui se mettent en réserve. Alors, Naïm Kamal. Rapidement, juste pour dire que en fait, moi, je suis un peu dans les réseaux sociaux et les activistes ou ceux qui sont dans l'encadrement, comme une personne comme l'Arbi Zitout, des gens qui disent qu'ils ne sont pas dans l'esprit de la chasse aux sorcières. Ils font une offre. C'est-à-dire l'important, venez avec nous, défendez notre projet, on ne va pas vous faire payer ce que vous avez fait dans les temps anciens. Alors Donc on est dans cette approche. On va y arriver, c'est l'objet de la dernière question justement sur l'après. Alors Naïm Kamal, on ne parle pas beaucoup d'une personne qui est pourtant au centre de tout, qui s'appelle Abdelaziz Bouteflika. Khadr Brahimi avait dit comment il était diminué, mais qu'il est en pleine possession de ses facultés mentales et que donc il sait parfaitement ce qu'il fait, mais il ne dit rien. Alors, des lettres, 3 lettres depuis un mois. 6 lettres depuis un mois, c'est comme ça qu'il s'exprime. Alors c'est quoi? C'est un déni de la réalité, on attend que tout ça passe, il est otage entre les mains de son entourage dont parlait Rachid. Comment vous expliquez son sorte de mutisme, quoi? C'est juste qu'ils sont encore à la recherche de la solution alternative qu'ils n'ont pas encore trouvée parce qu'ils ne savent pas comment prendre cette rue. Il y a la date butoir de l'élection qui approche, c'est-à-dire à partir du 18 avril. Donc du 27, il n'y a plus rien comme on disait. Sauf à croire ou à vouloir que l'Algérie, comme l'a dit Khadr Brahimi, suive le modèle irakien, même pas le syrien, c'est-à-dire l'éclatement de l'État. Et l'éclatement de l'État dans son fonctionnement et dans l'espace territorial. C'est le risque, on peut le considérer comme probable, pas probable, comme plausible. Il va falloir qu'il y ait à un moment donné que des noms émergent, que des figures émergent de cette masse, de ce magma, parce qu'aujourd'hui le mouvement en Algérie ressemble à un magma. On est dans une sorte de maelstrom, c'est-à-dire un tourbillon où tout se mélange. Et on l'a vu, moi j'aime bien comparer, je l'ai dit tout à l'heure, cette révolution à celle des pays de l'Est. Il y a toujours des gens qui émergent, et ils émergent généralement du pouvoir en place. C'est des gens qui ont su à un moment donné, alors qu'ils exerçaient... Vous croyez sérieusement à ça? Non, je n'y crois. Je suis en train d'imaginer un scénario possible. Personne ne peut dire aujourd'hui, voilà ce que ça va être l'issue, sauf à être devant au prophète. Parce que l'assistance populaire est claire, on ne veut personne de l'ancien système, toujours actuel système. Prenez, le général Ali Gdiri. Ali Gdiri était quelqu'un qui a trouvé le moyen de se démarquer bien avant que la rue ne se manifeste. Il a fait d'abord une lettre, sa fameuse lettre publiée dans le Watan, lettre à mes aînés, où il disait exactement ce qui est en train de se passer.
C'est une lettre historique où il leur dit, si vous ne vous ressaisissez pas tout de suite, nous allons vers l'affrontement. Et il s'est démarqué. Est-ce qu'il est dans les radars aujourd'hui? Il a été rappelé à l'ordre par le général Gaïd Salah. On lui a brandi la menace de poursuite parce qu'il aurait désobéi et qui s'est départi de la réserve, du devoir de réserve. On lui a fait brandir la menace du général Hassan qui a été emprisonné et il a tenu. Et il a présenté sa candidature à un moment donné, il ne pouvait plus le toucher, à tel point qu'on pouvait imaginer que le pouvoir algérien avait l'intelligence de faire une route de secours au cas où il y aurait un problème. Il n'a même pas pu faire ça. Donc, il y a des gens comme ça dans le bois. Et à un moment donné, je le répète, il va falloir que des gens émergent d'ici et là pour trouver ce lien, pour trouver le moyen de ressouder quelque chose autour duquel peut se construire ce qu'on appelle en Algérie la Deuxième République. Sinon, vous le voyez, ils ont rappelé El Khadr Ibrahimi et Ramadan Amamra de diplomates. C'est-à-dire, ils ont eu la tentation d'internationaliser le problème intérieur. Ils se sont dirigés vers Pékin et vers Moscou. Et accessoirement vers l'Allemagne. Ils ont ignoré la France pour essayer de dire voilà, c'est l'ancien colon, pour toujours continuer à le diaboliser. Donc, alors qu'il les a soutenus. Il faudra attendre quelque part que... Donc il y a un moment, dans ce magma en gestation, il y a un moment donné où, sinon, c'est le vide, et comme la nature a horreur du vide, la gestation peut se faire dans la douleur. On entendra finalement qu'on passe à une sorte, comme disent déjà plusieurs commentateurs, par une deuxième vie, une deuxième phase du mouvement de contestation, c'est-à-dire où l'enthousiasme reste comme il est, où la passion baisse un peu en laissant la place à plus de raison. Il y a déjà quelque chose qui est en train d'apparaître qui n'existait pas au début. C'est la coordination. C'est déjà une étape. Alors, de quoi elle va accoucher cette coordination, bien malin qui le dirait. Alors, elle cherche des soutiens en tout cas, donc à faire ruche autour. Oui, il y a avoir une certaine légitimité. L'armée dans tout ça. L'armée fait partie donc du système. La population en parle avec beaucoup de sympathie, beaucoup de gentillesse même. On ne sent pas qu'il y ait, comme vous le disiez tout à l'heure, Naïm, on ne sent pas qu'il y ait d'antagonisme véritable entre l'armée et sa population. Mais au niveau du haut état-major, comment ça se passe? Quel est son rôle? Est-ce qu'ils veulent rester centraux ou alors ils acceptent de reculer? Comment ça se passe? Comment vous lisez ça? Il y a d'abord un héritage. Et quelque part, on cherche toujours à préserver cet héritage, à le faire fructifier. Alors, si vous prenez par exemple les interventions, trois interventions du vice-ministre Gaïd Salah, du général Gaïd Salah, et bien sûr, il est le chef d'état-major. Le 3 mars, le 10 mars et puis le 19 mars. Au 3 mars, son discours, il était un peu pro-présidentiel. Le 10 mars, il commence à se démarquer par rapport à la présidence et donc à regarder de plus près la volonté de la population qui est dans les rues. Le 19 mars, c'est un discours pour la fête de l'indépendance de l'Algérie en 62. Quand on voit, alors bien sûr, il y a toute une dimension patriotique, il y a une dimension religieuse dans le discours et tout ça. Laissez-moi vous lire un passage du discours du général Gaïd Salah. Donc, ce parfum doux, je le cite, ce parfum doux porté par le mois de mars de chaque année pour le peuple algérien, le mois des Chouhada. Un mois marqué par les hauts faits, aux objectifs nobles et aux intentions pures, à travers lesquels le peuple algérien a clairement exprimé ses valeurs et ses principes de travail sincères et dévoués à Allah et à la patrie. Exactement. Alors, quand on voit, alors il joue fleuri, gentil. Oui, c'est l'armée et bien sûr un destin commun entre l'armée et le peuple et non pas la présidence. Donc, il y a tout un jeu qui est là-dedans. Mais on peut comprendre facilement que l'armée, elle change de cap. Pourquoi? Parce que le plus important pour elle, c'est de se maintenir comme pilier central du nouveau système qui va se mettre en place. C'est de perdurer, la pérennité du système. Alors, bien sûr, et donc du coup, ils ont besoin de garder cette légitimité qui leur reste par rapport au peuple, mais il ne faut pas oublier
qu'en fait l'histoire, parce qu'il y a tout un discours politique qui est porté par certains ceux qui encadrent les populations et ceux qui demandent un changement radical, c'est qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé dans l'histoire. Et ils veulent revenir aux accords d'Évian. Et donc revenir à la légitimité qui était portée par des personnes comme Boudiaf, comme Karim Belgassem, Hidia, comme Farhat Abbas. Alors justement, on veut revenir à ça. Pourquoi ? Parce qu'on dit, c'est pour ça qu'on parle de confiscation de la liberté et de l'indépendance. C'est qu'en 1963, l'arrivée de Ben Bella, qui était soutenu par ce qu'on appelle le groupe de Tlemcen, et donc l'armée des frontières avec Boumediene ou le groupe de Oujda, il y a deux noms. Donc le groupe de Oujda avec Boussouf au départ, puis Boumediene, puis bien sûr Bouteflika, avec le soutien. Ben Bella va les rejoindre parce que Ben Bella, il va chercher à prendre le pouvoir du groupe des six qui était mené par Farhat Abbas. Alors l'armée, elle sait très très bien qu'elle aura beaucoup de difficultés. Enfin, les cadres aujourd'hui, ils auront beaucoup de difficultés à faire comprendre au peuple qui sont avec eux, alors que derrière, il y a toute une histoire, l'histoire de la décennie noire avec des gens viéristes. Donc c'est très complexe et chacun, il essaie de se positionner. On voit le même processus dans le FLN. Le FLN, on a un nouveau groupe avec Hussein Khaldoun, avec Abdelkrim Ayaïda, qui essaye de se positionner par rapport aux anciens cadres, par rapport à Bouchareb, pour pouvoir dire qu'on peut réformer le FLN pour qu'il puisse se positionner dans le nouveau système. Il nous reste une poignée de minutes pour voir un peu l'après Bouteflika. Alors il a dit lui-même qu'il n'était pas candidat. Maintenant, est-ce qu'il va rester, il ne va pas rester? On connaît la problématique. Comment vous voyez les choses? Est-ce que tout repart? Est-ce qu'il y aura une lecture du passé avant de tourner la page? Quel sera le rôle de l'armée? Ces nouveaux profils qui sont en train d'émerger, est-ce que ça va être véritablement des profils de la nouvelle Algérie, de la Seconde République, ou alors des profils de transition qui vont passer? Driss Savon, on commence par vous, on fait un tour de table sur ça. Moi, je pense que d'abord, si on veut regarder un peu le rôle de l'armée pour aller dans le sens de ce que disait Rachid tout à l'heure, ne l'oublions pas, c'est une armée professionnelle, totalement professionnalisée, qui justement est positionnée depuis le départ comme étant le pivot de tout le dispositif institutionnel qui existe aujourd'hui. On ne peut pas faire fi, quelle que soit la Deuxième République, quelle que soit sa configuration, on retrouvera l'armée, probablement elle va revoir sa copie, elle va revoir un certain nombre de choses qu'elle faisait avant et qu'elle se mettra au service de ceux qui vont avoir le pouvoir. Ça, c'est une certitude. Et avec surtout les nouveaux codes que transmet la rue, ils ne peuvent pas retourner les armes contre les gens dans la rue. On a même vu des policiers en train de manifester avec... Fraterniser, sympathiser avec fraterniser, sympathiser, etc. Donc ça, c'est un signal. Donc je pense que les choses iront dans ce sens-là et que le plus difficile aujourd'hui, c'est de voir ces visages qui émergent, qui sont ceux qui sont capables de porter les nouveaux messages, de porter la nouvelle culture et de faire cette transition entre l'aube de l'indépendance et ce qui se passe aujourd'hui, parce que les valeurs de la révolution algérienne ont été trahies pendant 60 ans. Et aujourd'hui, je pense que le peuple algérien a le mérite justement d'avoir un gouvernement et un État qui le prennent en charge, qui répondent à ses aspirations. Non, c'est-à-dire, il y a un moment donné où les choses doivent se décanter. Le FLN, si la révolution actuelle en cours en Algérie aboutit telle qu'on voudrait qu'elle aboutisse, dans la paix, vers une deuxième république ou vers autre chose que ce qui a été fait durant ces 60 dernières années, c'est que le FLN, ou une parodie de FLN, ou un facsimilé de FLN, n'a plus d'existence, n'aura plus d'existence. Il va se dissoudre dans la nature, il va devenir un parti banal et minoritaire. L'armée va devoir pendant un temps, parce qu'elle a dominé la scène politique sur ces 60 ans, et elle a fait les présidents, elle a fait le pouvoir, tout se décide au sein de l'armée, parce qu'on parle du clan du président. Le clan du président, Saïd Bouteflika, tout ça, c'est pas un véritable pouvoir. Bon, d'accord. Rachid, le mot de rapidement, en deux points. Alors, les enjeux.
il y a l'enjeu autour de la vacation présidentielle. Si on maintient, si le président, il ne part pas avant le 28. Donc il y aura tout un enjeu autour du 102 parce qu'il va maintenir le système et donc ça sera l'APN, l'Assemblée qui va prendre le pouvoir, que la rue, elle est contre ça. Deux, et je crois que ça c'est le véritable enjeu, c'est que on peut penser par exemple le problème d'une transition qui s'éternise. Pourquoi ? Parce qu'au sein de la rue, et les nouvelles élites qui vont émerger, elles ne seront pas d'accord. On a vu ce qui s'est passé en Tunisie quand il a fallu écrire la Constitution. On voit ce qui se passe en Libye. Alors, il y a ça, soit une transition qui s'éternise après, quand on voudra mettre en place un nouveau système, ou alors une situation normalisée après la transition qui soit fragile. Très bien. Et donc ça, c'est les... Je pense qu'on est en train de passer avec ce quatrième vendredi à une deuxième vie, comme on disait, une deuxième vie de ce mouvement de contestation. Il est possible qu'il y ait encore beaucoup de choses nouvelles qui se produisent d'ici la semaine prochaine. On verra d'ici la semaine prochaine. Pour aujourd'hui, c'est fini. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Merci.